Pour moi, le SIRH, donc déjà, c'est un terme un petit peu nébuleux parce que je pense qu'on a du mal à identifier concrètement ce qu'on fait et quelle est la finalité. Moi, j'aime bien l'idée de dire qu'en fait, on est support du support. C'est-à-dire que les Ouais, c'est ça. fonctions ressources humaines sont considérées comme les fonctions support. Et nous, finalement, on travaille Ouais, un petit peu dans l'ombre c'est vrai. et on traduit, on orchestre finalement tous leurs besoins pour que dans les outils, tous les prérequis RH soient remplis. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission RH qui va chercher l'information RH, donc là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. On le répète, on rabâche, on entend et on lit de la part d'un grand nombre de personnes des conseils, des best practices, un peu partout, il y a des tendances et patati et patata. Aujourd'hui, pour remettre de l'ordre dans tout cela, notre expert du jour, c'est Simon Dormois, qui est chef de projet SIRH chez TF1. Bonjour Simon. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être venu. On a plein de questions Bonjour Simon. à vous poser. Ce qui nous intéressait, Simon, là, c'est de pouvoir avoir ta vision en fait sur une partie SIRH, donc et surtout dans le contexte dans lequel on se trouve, une digitalisation extrême, enfin poussée à l'extrême en tout cas. Donc tu dois voir ça en continu et toute la journée. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre s'il y a eu une augmentation des besoins à ce niveau-là, notamment avec des gens qui sont en hybride, en télétravail, etc. Est-ce que vous êtes doté chez TF1 de beaucoup d'outils ces derniers temps? Qu'est-ce que ça a changé le moment dans lequel on vit pour toi? Toute la période Covid est arrivée à un moment où on était déjà doté d'outils pour pouvoir suivre toute la population RH, tous les périmètres. Néanmoins, ça a forcément accentué un petit peu les choses. Okay. Le besoin essentiel, c'était de pouvoir suivre les collaborateurs par rapport à tout ce qui avait trait au télétravail. On avait déjà un certain nombre d'outils qui existaient. Néanmoins, certaines directions, plus que d'autres, pouvaient déjà être acculturées aux réunions à distance. On était au tout début du télétravail et du coup les choses forcément se sont accélérées avec le confinement, le fait que tout le monde s'y retrouvait à distance. Donc évidemment il y a eu toutes ces questions organisationnelles qui se sont posées à l'entreprise. Et puis du coup ça a aussi déclenché un certain nombre de besoins RH en termes de Et comme quoi concrètement? Concrètement, le principal enjeu qu'on a eu pendant ce confinement, c'était par rapport au suivi du télétravail. Alors pas forcément pendant le premier confinement, mais plutôt pendant toute la période un peu floue où on était sur un mode de fonctionnement un petit peu hybride. Fallait continuer à travailler, mais c'était compliqué. Et du coup, l'entreprise avait besoin de savoir où étaient ses collaborateurs. Du coup, il a fallu mettre en place un outil qui puisse justement faire état de ces données. Et c'était une fonctionnalité qui n'était pas prévue dans le système avec lequel on travaille au quotidien. Donc il a fallu trouver un système alternatif pour pouvoir couvrir cette fonctionnalité. Parce que l'objectif chez TF1, c'est vraiment de proposer une expérience aux collaborateurs qui soit intégrée à un seul et même outil. On sait tous la difficulté... C'est ça vraiment la finalité? Exactement, parce que on sait tous la difficulté de se connecter à différentes plateformes, on a oublié son login, on a oublié son mot de passe... C'est de moins en moins vrai avec les Chrome, etc. Tout à fait, mais du coup, la facilité, ça pourrait être de se dire, il y a une multitude d'outils qui existent sur le marché, on va forcément se tourner vers l'outil le plus performant ou qui répond le plus à nos besoins, et du coup, construire finalement un écosystème où les collaborateurs ne s'y retrouvent plus. Bien sûr. Le télétravail existait avant cette période Covid ou pas à ta connaissance? Il existait, mais il n'était pas généralisé. Il n'était pas généralisé. Donc là, les choses se sont accélérées, se sont aussi beaucoup plus structurées. Là, il y a un vrai accord télétravail qui existe avec des dispositions très claires. Ça définit... Tout le monde a eu ses avenants, etc. Donc, Exactement. Ah ouais, d'accord, ça allait vite. SIRH, est-ce que c'est vrai ou est-ce que... Parce qu'on en parlait avec Jérémy la dernière fois, ou est-ce que c'est une légende urbaine aussi? On voit et on lit encore une fois pas mal de choses au sujet de l'identification, des connexions, des timings, etc., de l'activité en tant que telle de chaque collaborateur, un peu du tracking. Est-ce que c'est vrai Alors, est-ce que les entreprises s'en servent comme ça? Justement chez TF1, mais est-ce que... Honnêtement, je ne pense pas. L'objectif, c'est la finalité d'un SIRH, c'est de pouvoir fluidifier
la L'expérience. transmission des informations, de fluidifier l'expérience des collaborateurs et pas de surveiller ce genre de Ouais, choses. c'est pas un flicage, c'est les travers en fait finalement de cette digitalisation, ultra-digitalisation qui fait croire à certains que c'est Oui, ça. tout à fait. En tout cas, pour rejoindre cette question, est-ce que tu as de plus en plus de demandes des collaborateurs de travailler la data? Travailler la data, ça veut dire que dans leur métier, dans leur journée, ils ont de plus en plus de besoins, soit pour se renseigner, soit pour benchmarker, soit pour... voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se crée autour de ça? Tu parles Ouais. de tous les collaborateurs ou collaborateurs RH? Ceux avec qui vous Alors, pouvez... moi, mes interlocuteurs au quotidien, ce sont vraiment les opérationnels RH. Donc, ouais. ils peuvent être de différentes... Donc ils ont de plus en plus envie de ça, de la alors, data. En de fait, cette c'est à data. mi-chemin entre l'envie et le besoin. C'est-à-dire que plus on va intégrer de nouvelles fonctionnalités aux outils, plus du coup on va avoir d'informations disponibles. Et du coup, cet enjeu de... Tu es en train de nous dire que parfois tu leur dis, attention, si on ouvre cette fonctionnalité, tu vas te retrouver en fait dans une situation où tu auras presque trop d'infos à traiter? Non, parce que toutes les fonctionnalités qu'on peut mettre en place répondent à un besoin opérationnel. Nous, on n'est pas là pour juger si le besoin opérationnel qui nous est soumis est pertinent ou non. En revanche, notre rôle, c'est de faciliter l'appropriation et l'analyse des données qui vont être recueillies. Alors quand je parle de données, ça peut être par exemple sur un projet de formation où on fait une formation en e-learning à grande échelle justement pour sensibiliser l'ensemble des collaborateurs aux bonnes pratiques en télétravail, sur comment organiser sa journée, comment prendre des temps de respiration, les bonnes postures aussi d'un point de vue ergonomique. On est bien là, c'est bon? On est bien. Super. On est même très bien. Forcément, après, le service formation a besoin de savoir combien d'utilisateurs ont suivi ce module. Donc ça, c'est la base pour vérifier que du coup, ce qui est mis à disposition est pertinent. Ouais. Et de pouvoir collecter aussi un retour des collaborateurs sur est-ce que le contenu leur a semblé pertinent, est-ce qu'il y a des choses à optimiser. Ensuite à ça, qu'est-ce qu'on fait? On adapte les prochains outils ou les prochaines interventions? C'est comme ça que ça se passe? Il y a deux logiques. Soit on réfléchit en se disant que l'outil idéal existe et que c'est lui qui va nous permettre de couvrir tous nos besoins. Soit du coup on réfléchit autrement et on se dit l'outil est tel qu'il est. En revanche, c'est dans la capacité à traiter la donnée derrière qu'on va mener un autre projet pour pouvoir construire ces outils de pilotage finalement. Donc une nécessité d'A/B test quasi permanent sur les outils que vous utilisez. Tout à fait. Et là, au final, on se rend compte que tous les outils qui sont mis en place ont leur propre manière finalement de recueillir les données ou de les extraire, ce qui du coup complexifie la possibilité d'avoir des indicateurs clairs et uniformisés. Là, et puis ça dépend de la personne qui va les lire aussi. Oui, tout à fait. Les chiffres, on peut leur faire dire un petit peu ce qu'on veut parfois. Enfin, chacun y voit plutôt ce qu'il veut, quoi. Donc il y a cette logique-là. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir compiler toutes les données qui vont être extraites des différents outils, de pouvoir les passer dans une moulinette pour que du coup, moulinette digitale, une moulinette digitale, pour que les liens puissent être faits et qu'il y ait des vrais indicateurs, mais qui soient finalement cross-domaine. Ouais. Ok, très clair. Est-ce que, selon toi, il y a des choses qui ont là évolué dans les 6-10 derniers mois sur l'expérience candidat notamment, qui sont, selon toi, à mettre en avant? Alors, je pense qu'il y a deux choses qui ont évolué. Par rapport à l'expérience candidat, c'était déjà des choses qui étaient sur les rails auparavant. C'est vraiment cette notion de simplification des choses. Tous les projets qui sont mis en place passent par un filtre UX, où du coup les process et les outils sont testés, sont analysés avec des comités de testeurs qui vont faire leur premier retour pour voir si effectivement les outils sont pertinents et sont facilement accessibles. Par rapport aux candidats, ça a été le même exercice. TF1 a eu la vocation de proposer un process de recrutement assez pragmatique, simplifié, assez simple,
La vraie difficulté quand on arrive, en tant que candidat, quand on arrive sur un site, c'est quand il y a trop d'informations, qu'elles sont mal... Créer 3 comptes. Ouais, exactement. Et puis que les infos sont pas claires et qu'on ne sait pas où chercher. Donc là, il y a eu la mise en place d'un site carrière pour pouvoir justement offrir une expérience de navigation simplifiée, puisqu'il est basé sur les mêmes codes que le site corporate. Donc déjà, d'un environnement à un autre, on perd pas la personne avec un site carrière. Il a été pensé UX, quoi. Il a été pensé UX, et du coup, c'est la même chose pour tous les projets, même en interne. Chez TF1, est-ce que vous utilisez des outils pour jauger la satisfaction interne des collaborateurs ? Des outils à proprement parler, pas forcément, néanmoins très régulièrement, il y a des baromètres qui sont mis en place par direction bien souvent, avec du coup des questions dédiées et adaptées à chacune des directions pour pouvoir évaluer le niveau de satisfaction des collaborateurs. Et chacun de ces baromètres donne lieu à des plans d'action si les données récoltées le nécessitent. Alors du coup, on est en lien avec, dans ton poste, SIRH, c'est-à-dire on est en lien avec les outils et les remontées de ses propres outils auprès d'autres acteurs qui, eux, prennent le relais d'action, c'est ça ? Tout à fait. Qu'on va aussi analyser, j'imagine. Exactement. Ok. Bon, très bien. Est-ce qu'on peut dire que le SIRH, finalement, est central dans une entreprise ? Oui, pour moi, le SIRH, donc déjà, c'est un terme un petit peu nébuleux parce que je pense qu'on a du mal à identifier concrètement ce qu'on fait et quelle est la finalité. Et moi, j'aime bien l'idée de dire qu'en fait, on est support du support. C'est-à-dire que les fonctions ressources humaines sont considérées comme les fonctions support. Et nous, finalement, on travaille un petit peu dans l'ombre et on traduit, on orchestre finalement tous leurs besoins pour que dans les outils, tous les prérequis RH soient remplis. Merci beaucoup. Intéressant. Merci beaucoup, Simon. Merci à vous. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.